Un État peut-il concevoir une mort si cruelle que même les cris font partie du spectacle? Dans la Grèce antique, la cruauté ne découlait pas toujours du chaos. Parfois, elle était soigneusement élaborée, méthodique, intentionnelle et horriblement théâtrale. Parmi les instruments de mort les plus troublants se trouvait le taureau de bronze, également connu dans certains récits anciens sous le nom de taureau sicilien, une sculpture en bronze creuse utilisée pour rôtir des êtres humains vivants, lentement et sous le regard du public. Bien que principalement associé à Phalaris, le tyran d'Acragas en Sicile, alors une colonie grecque, ce dispositif macabre était le produit de l'ingéniosité grecque. Selon Diodore de Sicile, un historien du 1er siècle avant JOMC, le taureau de bronze a été créé par Périllos d'Athènes, qui le proposa comme un outil d'exécution humain. Cependant, son idée de l'humanité révèle une perspective glaçante. Périllos a conçu le taureau entièrement creux, avec une porte latérale pour insérer le condamné. Un feu était allumé sous la structure. Alors que le bronze chauffait, la personne à l'intérieur brûlait vive. Pour accentuer le spectacle, un système de tuyaux acoustiques a été conçu afin que les cris de la victime soient transformés en meuglements d'un taureau. Ce n'était pas simplement une exécution, c'était du théâtre, de la terreur et du pouvoir réunis en un seul. Diodore raconte que Phalaris, après avoir entendu la proposition, invita Périllos à en démontrer les effets. Mais dans un sombre retournement de justice poétique, Périllos devint sa première victime. Il fut enfermé à l'intérieur et soumis à l'horreur de sa propre création. Phalaris le fit ensuite sortir, à peine en vie, pour le jeter d'une falaise. Cette histoire, qu'elle soit exagérée dans ses détails ou non, reflète une réalité incontestable, le rôle de la punition comme spectacle dans la société antique. Le taureau de bronze était plus qu'un outil de mort. C'était un message au public, un avertissement, un spectacle et une déclaration d'autorité absolue. Il demeure l'un des exemples les plus infâmes de cruauté conçue dans l'histoire. Rafanido VI, torture par radis pour les délinquants moraux. Que se passe-t-il lorsque l'humiliation devient une forme de douleur sanctionnée par l'État? Parmi les punitions moins connues, mais profondément troublantes, de la Grèce antique se trouvait une méthode appelée Rafanido VI, une forme de punition corporelle, moralement chargée, impliquant l'utilisation de légumes, infligés, selon certains récits, à des personnes coupables de certaines infractions sexuelles ou éthiques. Bien que difficile à concevoir selon les normes modernes, cette punition révèle comment la justice antique pouvait combiner souffrance physique et humiliation publique. La pratique est principalement mentionnée dans les pièces d'Aristophane, le dramaturge comique athénien célèbre pour sa satire mordante. Dans Les Nuées, 423 Avenigi C, il évoque le Rafanidosis comme une punition pour adultère. Selon cette représentation, le délinquant avait un grand radis, Raphanos en grec, inséré de force dans la région rectale, souvent dans un cadre public ou performatif, bien qu'Aristophane soit connu pour ses exagérations. La mention décontractée de l'acte implique que le public connaissait déjà la référence. Des commentateurs anciens ultérieurs, appelés scholiastes, ont soutenu l'idée que le Rafanidosis pourrait avoir été plus qu'une métaphore, une forme de punition réelle, bien que rare, à Athènes, peut-être appliquée à ceux qui violaient des normes sociales profondément ancrées. La punition servait un double objectif, infliger non seulement une douleur physique, mais aussi une honte publique durable.
Dans une culture comme celle d'Athènes, où la réputation et le contrôle de soi, sophrosine, étaient des vertus fondamentales, un tel acte pouvait ruiner socialement une personne plus efficacement que l'exil ou l'exécution. Le Raphanidosis demeure un rappel troublant que, à Athènes, la justice pouvait être conçue pour briser non seulement le corps, mais aussi l'identité et la dignité du délinquant. L'empoisonnement à la ciguë, la méthode d'exécution à Athènes. Quel type de démocratie choisit de tuer son citoyen le plus sage et le fait avec un calme calculé? Aucune méthode d'exécution grecque antique n'est plus historiquement marquante ou philosophiquement chargée que l'empoisonnement à la ciguë, utilisé de manière célèbre lors de l'exécution du philosophe Socrate en 399 Avesses J.C., connu sous le nom de Socratis en grec classique. Cette mort sanctionnée par l'État, réalisée dans une Athènes démocratique, n'était pas seulement une punition, mais un rituel, une fin sobre et contrôlée, encadrée par la loi et l'ordre civique. Dans la procédure légale athénienne, lorsqu'un citoyen était condamné à mort, la méthode d'exécution standard consistait à ingérer une dose létale préparée à partir de la plante Conium maculatum, communément connue sous le nom de ciguë. Contrairement à d'autres tortures ou mutilations pratiquées dans le monde grec, cette méthode était présentée comme humaine, bien que ses effets soient loin d'être indolores. La ciguë est un neurotoxique. Elle provoque progressivement une paralysie, commençant par les pieds et remontant le corps, tandis que l'esprit reste conscient. Finalement, le diaphragme cesse de fonctionner, entraînant une suffocation. La mort pouvait survenir après 1 heure ou plus, selon la dose et la constitution de la personne. Le Phédon de Platon offre le récit le plus vivant des derniers instants de Socrate. Selon Platon, après avoir calmement discuté de l'âme et de l'au-delà avec ses disciples, Socrate but lui-même la ciguë, comme l'exigeait la loi athénienne. Ses derniers mots étaient adressés à son ami Criton. « Criton, nous devons un coq à Asclépios. Assure-toi qu'il soit payé, n'oublie pas. » Une déclaration symbolique, selon certains, exprimant de la gratitude pour un remède. Dans ce cas, la mort comme délivrance de la souffrance mortelle. Socrate avait été condamné pour impiété et corruption de la jeunesse. Bien que les chercheurs débattent encore de savoir s'il représentait une réelle menace ou s'il était un bouc émissaire politique, la méthode d'exécution était claire et codifiée. La police athénienne se voyait non pas comme un outil tyrannique, mais comme un corps légal dispensant une justice légitime, même si cela signifiait mettre fin à la vie de son plus grand esprit philosophique. Contrairement aux exécutions destinées à humilier ou à terrifier, la ciguë faisait partie d'un système judiciaire qui mettait l'accent sur la procédure légale. Pourtant, son horreur silencieuse résidait précisément dans sa civilité. Il n'y avait ni flamme, ni lame, juste une coupe, un tribunal et une lente descente vers le silence. L'aveuglement comme punition, mutilation permanente au nom de la justice. Dans le monde grec ancien, l'aveuglement n'était pas seulement une forme de vengeance, c'était une punition délibérée, sanctionnée judiciairement ou politiquement. Cela rendait une personne non seulement physiquement handicapée, mais aussi socialement diminuée, la privant d'autonomie et de statut dans une société qui valorisait la participation visuelle à la vie civique ainsi que le service militaire. Bien que moins codifié que des méthodes comme l'empoisonnement à la ciguë, l'aveuglement était utilisé dans diverses cités-États grecques, notamment dans des cas de trahison,
de perfidie politique ou de sacrilège. C'était un acte irréversible, destiné à garantir que le coupable ne puisse jamais à nouveau diriger, témoigner ou influencer la vie publique. La punition était souvent exécutée à l'aide de fer chauffé ou d'instruments tranchants, creusant ou brûlant les yeux jusqu'à ce qu'un dommage permanent soit causé. Dans certains cas, la cécité pouvait être partielle, infligée davantage pour défigurer que pour invalider, en particulier lorsqu'elle visait à humilier plutôt qu'à neutraliser. L'aveuglement, dans la Grèce antique, était à la fois une punition et un symbole, utilisé pour bannir définitivement une personne de la vie civique et morale. Cela marquait l'offenseur, non seulement par la douleur, mais aussi par une exclusion durable de l'ordre visuel et politique de la polis. Lapidation, exécution collective dans la justice grecque. Parmi les formes d'exécution les plus anciennes, la lapidation, ou lithobolia en grec, était utilisée dans certaines poleis grecques comme une forme de punition collective où la justice n'était pas administrée par un seul bourreau, mais par les propres mains des citoyens, brutale par nature. La lapidation transformait la punition en un acte public de consensus, une condamnation partagée, physiquement mise en œuvre par la société que l'offenseur avait offensée. Bien que la lapidation fût plus codifiée dans les systèmes juridiques du Proche-Orient, tels que ceux de l'Israël ancien, elle était également pratiquée dans le monde grec, notamment en réponse à des crimes violant la confiance sacrée, tels que le blasphème, le sacrilège ou la trahison particulièrement odieuse. Contrairement aux méthodes individualisées de procès et d'exécution dans la Grèce classique, la lapidation était conçue pour être visible, communautaire et définitive. La base légale de la lapidation apparaît dans diverses lois des cités-États, bien que rarement préservée dans son intégralité. Un exemple provient du code archaïque de Dracon, à Athènes, au 7e siècle, Avesso, J.C. Un ensemble de lois notoirement sévères, où, comme l'a écrit plus tard Aristote, la mort était prescrite pour presque chaque infraction. Bien que tous les crimes ne soient pas punis par la lapidation, cette méthode était associée à des crimes contre les dieux ou contre la polis elle-même, tels que la profanation de lieux sacrés ou la trahison de ses concitoyens. L'exécution par lapidation n'était pas rapide. La personne condamnée était traînée dans un lieu public, souvent à l'extérieur des murs de la ville, ou dans un espace d'exécution désigné. Là, les citoyens lançaient des pierres jusqu'à ce que la personne meure. Cette mort, lente et douloureuse, infligeait non seulement une souffrance physique, mais aussi le jugement collectif de la communauté. Être lapidé, c'était être effacé non seulement de la vie, mais aussi de l'appartenance. Il est important de noter que la lapidation était plus qu'une simple exécution. C'était une purification rituelle. La communauté se purifiait en éliminant physiquement la source de la souillure. Dans certains cas, le corps était refusé à l'inhumation dans la ville, un marqueur supplémentaire d'infamie. La mort par starvation dans une fosse, une fin sans échappatoire. Quelle punition est plus définitive que la mort, celle qui l'étire dans le silence et l'obscurité? Parmi les méthodes d'exécution les plus glaçantes de la Grèce antique, figurait la mort par starvation dans une fosse, une punition conçue non seulement pour tuer, mais pour le faire à travers l'isolement, la privation et... À Athènes, cela était connu sous le nom de baratron, varatron, un profond gouffre ou fosse rocheuse juste à l'extérieur de la ville, utilisé pour se débarrasser de ceux condamnés pour des crimes particulièrement graves. Le baratron était plus qu'une simple formation géographique. C'était un symbole de rejet civique total, un endroit où les traîtres,
les meurtriers et les ennemis de l'État étaient précipités pour mourir hors de vue, hors de l'esprit et hors de portée. Bien que dans certains cas les victimes soient tuées instantanément, les sources historiques indiquent que la starvation et l'abandon étaient également utilisés, en particulier pour des figures politiquement sensibles, contrairement à la lapidation, qui impliquait la foule, ou à la ciguë, qui passait par les tribunaux. La fosse était une sentence de silence. Une fois jetée dans cette mâchoire rocheuse, la personne condamnée y périssait pendant plusieurs jours, seule, sans nourriture ni eau, privée de dignité et de voix. C'était la manifestation physique de l'excommunication civique. Les sources athéniennes, y compris les scholies, commentaires anciens, sur les discours d'orateurs comme Démosthène, font référence au Baratron comme un lieu d'exécution pour les traîtres, prodotes, et ceux qui tentaient des coups d'État ou trahissaient des secrets militaires. Dans certaines histoires, le corps était jeté là après la mort. Dans d'autres, l'individu était abandonné vivant. Dans les deux cas, le résultat était le même, l'oubli par l'abandon. Comme l'a observé le chroniqueur Thucydide au VIe siècle, avec J.C. dans son Histoire de la guerre du Péloponnèse. C'est la nature humaine de se souvenir de l'honneur et d'oublier la honte. Le Baratron garantissait que les condamnés ne seraient pas du tout rappelés. Dans la Grèce antique, la justice pouvait être rapide, symbolique ou atroce, mais toujours intentionnelle. Ces punitions n'étaient pas de simple brutalité. Elles reflétaient une société aux prises avec la loi, l'honneur et les limites du contrôle civique. Même dans la démocratie, la cruauté trouvait un ordre. L'histoire exige une réflexion. Jusqu'où la civilisation peut-elle aller pour se préserver sans devenir ce qu'elle craint? Comme le disait Héraclite, la justice rattrapera les faussaires et les faux témoins.